bonsoir à tous. Bien entendu, je vais m'exprimer en italien, qui toutefois n'est pas ma langue maternelle. Mais j'espère que vous allez nous comprendre, d'autant plus que June n'a pas comme langue maternelle l'italien non plus. Mais nous allons tâcher de communiquer par le biais de la langue italienne. Merci beaucoup pour cette introduction à Monsieur Rambert, ainsi que pour cette organisation de cette soirée. Et merci aussi à Luciana Vermorel et Christine Carboni qui nous ont aidés pour être ici ce soir avec vous. Merci pour cette occasion de vous présenter nos œuvres et nos projets. Alors, le point de la situation. Nous avons été contactés par Monsieur Rambert en octobre 2019. Et pour notre cabinet, pour nous, la situation était très différente par rapport à aujourd'hui. Je pense que le nombre de nos collaborateurs et collaboratrices a doublé pendant ce laps de temps de 2 ans. Donc, c'est très important pour nous de faire le point de la situation. C'est quelque chose de très positif de réfléchir et de regarder derrière soi. Donc ce soir, nous souhaiterions faire le point pour regarder un peu derrière nous. Nous allons vous présenter environ 8 ou 9 de nos projets que nous avons conçus et réalisés. Et ensuite, on va regarder vers l'avenir, vers ce que nous allons peut-être réaliser. Dong Junli est né à Séoul, en Corée du Sud. Et en ce qui me concerne, je suis d'origine suisse-allemande. Donc, d'un point de vue culturel, nous arrivons de contextes très différents. Et notre langage, la langue que nous parlons entre nous pour communiquer, c'est l'italien. Ainsi qu'avec nos équipes. Parfois, c'est peut-être un peu difficile de nous comprendre, mais nous tâchons de transmettre nos messages par le biais de cette langue, comme nous allons le faire ce soir. Après les études auprès de l'Académie de Mendrisio, nous avons créé notre étude en 2005 dans le canton du Tessin. Et le fait d'établir une étude d'architecture dans un endroit où on n'a pas de racines, ni d'ailleurs d'amis, de proches, ça peut paraître un peu naïf, mais pour nous, depuis le début, a été clair que nous souhaitions vivre et travailler dans le Tessin, que donc est devenue notre terre commune. Je pense que l'intégration dans la société civile locale était absolument fondamentale pour nous. Donc, nous lier d'amitié avec nos voisins, vivre quotidiennement avec les habitants du lieu, mais également faire la connaissance d'artisans locaux et apprendre de leurs expertises. Grâce à l'Académie d'architecture de Mendrisio, qui était notre premier donneur d'ordre, nous avons eu la possibilité de rester en contact avec le monde de l'enseignement, ainsi qu'avec des collègues de notre secteur. Nous avons eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes qui nous ont aidés et surtout qui nous ont
fait preuve de confiance, nos clients, mais également les artisans avec lesquels nous essayons de garder toujours un rapport de travail très étroit. Et maintenant, allons jeter un coup d'œil à notre passé, à nos premiers projets. Tu aimerais ajouter quelque chose? Bonsoir. Eh bien, comme Mélanie vient de le dire, nous avons ouvert notre agence en 2005 car j'ai terminé mes études en 2002 et en tant que premier diplômé de l'Académie de Mendrisio, alors que Mélanie a eu son diplôme en 2004. Alors, j'ai travaillé au sein de l'académie. Pendant 2 ans, j'ai enseigné et ensuite nous avons démarré les travaux de notre agence d'architecture. Et Mélanie, après son diplôme, a travaillé pendant 1 an auprès d'une agence d'architecture. Et ensuite, en 2005, nous avons décidé de nous lancer dans cette notre aventure. Lorsque nous avons commencé à travailler dans notre agence, nous avons réalisé un certain nombre de travaux qui peuvent paraître des travaux d'architecture, mais en réalité, nous avons démarré par des tâches bien plus humbles, comme par exemple nous occuper de la vitrine d'une papeterie ou l'extension d'une salle de bain. Et puis, petit à petit, nous avons acquis la confiance de nos amis et ça a été un peu du bouche à oreille. Nous avons également gagné quelques concours et c'est comme ça que nous avons démarré notre activité. Et la première frise que vous voyez qui vous montre un peu les travaux que nous avons réalisés, maintenant sur cette frise, vous voyez les travaux qui sont en cours au sein de notre agence. Depuis 1 an à aujourd'hui. Et étrangement, on commence à recevoir des demandes qui nous arrivent un peu de tous les côtés. Donc, nous sommes absolument heureux d'en prendre charge dans des domaines que nous n'avions pas traités par le passé. Et vous voyez, par exemple, en 2011, ce que nous avons réalisé. Mais avant 2011, nous avons réalisé plusieurs projets et pour certains, nous les avons tellement bien cachés que vous ne les connaîtrez jamais. Nous voulons les cacher à jamais car à l'époque, nous ne disposions pas de l'expérience nécessaire. Donc, nous n'étions pas tout à fait maîtres de ces projets. Nous partions d'idées magnifiques, mais nous n'avions pas les fondations techniques nécessaires et suffisantes pour développer nos idées qui étaient belles. Ainsi, en 2011, nous avons décidé de déjà bâtir notre maison, notre habitation, en faisant tout de A à Z. Donc, pas seulement les fondations, mais également les murs, le toit, mais nous avons dû gérer également le budget. Nous avons dû nous confronter à l'architecture avec un grand A. Et grâce à ces travaux, nous avons appris beaucoup de choses. Mais cela correspond à ce que nous devons encore faire et gérer. Nous avons pu nous tester sur la conception et la construction de notre maison. Le terrain que nous avons cherché et trouvé pour construire notre maison était un terrain un peu particulier qui correspondait à notre budget.
nous pouvions l'acheter. Ça rentrait dans nos moyens car il s'agissait d'un terrain très étroit, seulement 15 mètres de largeur, mais sur une longueur de 100 mètres. Donc, et en plus, sur ces 15 mètres de largeur, il fallait enlever 4 mètres et demi pour s'éloigner de la limite extérieure. Donc, de facto, on pouvait bâtir seulement sur 6 mètres de largeur. Voilà pourquoi ce terrain était si peu onéreux et donc nous avons pu l'acheter. Et voici donc notre maison qui est large seulement de 6 mètres, à l'intérieur seulement de 5 mètres. Vous voyez le plan de la maison. Notre maison a 5 étages en dessous du sol. Nous avons décidé de ne pas vivre au rez-de-chaussée car ce terrain est tout près d'une rue. Donc, nous n'avons pas souhaité avoir notre séjour au rez-de-chaussée. Nous avons choisi de modifier l'approche classique de notre région. Donc, au rez-de-chaussée, il y a seulement l'entrée et une chambre pour les invités. Au premier étage, on a les chambres à coucher. Et seulement à partir du deuxième étage qu'on retrouve notre séjour. Ainsi, nous avons un peu gagné en profondeur au niveau de la vue dont on peut jouir à partir de chez nous. Et puisqu'il s'agit d'une maison très étroite, large seulement de 5 mètres, nous avons dû rationaliser au maximum les espaces afin de pouvoir bénéficier des fonctionnalités dont on a besoin dans une habitation. Alors qu'en hauteur, nous avons voulu nous exprimer au maximum. Et je pense que à partir de ce projet, et grâce à notre volonté de voir autrement une construction, nous avons décidé de ne pas rendre beau l'espace, mais plutôt de créer de l'émotion. Et comme vous pouvez le voir à droite, là, il y a l'escalier, mais ce n'est pas un escalier qui permet uniquement de se déplacer d'un étage à l'autre, mais également un escalier qui permet de créer une ambiance et de créer une liaison avec les étages. Donc, pas seulement pour se déplacer, mais également pour faire véhiculer les parfums, la lumière, tout ce qu'on peut partager grâce à cette structure. Notre habitation est en béton armé et à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, il est revêtu de zinc, donc une isolation grâce à du zinc à l'extérieur. Et grâce à cela, nous avons pu également économiser sur les coûts de construction car nous avons, par exemple, le sol est 120 mètres carrés et l'addition des murs intérieurs pourrait dépasser les 300 ou 400 mètres carrés et le plafond dépasse largement les 100 mètres carrés. Donc, nous avons fait ce choix non seulement parce qu'on aimait ces matériaux, mais également pour satisfaire nos limites financiers. Et nous avons cette approche également par rapport à nos clients. Alors, puisque le terrain était, comme je vous le disais, très étroit, nous avons voulu donner l'impression que cette maison s'appuyait à peine sur le terrain et pas qu'elle était coincée entre deux côtés très étroits. Voilà pourquoi nous avons voulu avoir des arêtes légèrement arrondies
qui, à notre sens, représente un sujet d'inspiration important. Et voilà, nous avons donc voulu utiliser plusieurs matériaux. À la fin, nous avons choisi le zinc pour obtenir ce résultat que vous voyez à l'écran. Questa è figlia grande. On voit notre fille aînée. Et la petite, notre cadette. Et ces images remontent il y a 10 ans. À l'époque, nos filles obéissaient, alors que maintenant, elles ne nous répondent même pas quand on les questionne. Je vais lire des phrases que nous avons rédigées pour ce projet. Les dessins qui représentent l'architecture ont été conçus pour se rapporter à des qualités spécifiques de chaque projet. Le plan représente les bords, la distribution des espaces ainsi que leurs dimensions. Et cela synthétise de façon rationnelle les fonctionnalités de chaque espace. Chaque coupe, par contre, exprime les caractéristiques émotionnelles de ce bâtiment et elle se rapporte avec les hauteurs ainsi que les ambiances. Elle communique les perceptions de l'espace architectural. Et voilà quelques phrases qui sont le fruit de nos échanges qui ont lieu souvent au café du coin avec nos collaborateurs, afin que l'on puisse tous communiquer en utilisant le même langage, car quand nous parlons d'une coupe ou d'un plan, les interprétations pourraient être différentes, mais comme ça, on est sûr d'être sur la même longueur d'onde. Le deuxième projet, intitulé Sottobosco, sous bois, et il s'agit d'une cave, une cave à vin. Donc c'est pour un domaine vitivinicole. Il s'agit d'un projet qui était assez vaste. Nous avons eu la chance de pouvoir accepter ce projet. Le propriétaire de cette cave, de ce domaine, était le propriétaire depuis 15 ans de ce terrain et depuis 10 ans, il voulait construire cette cave sans pouvoir en obtenir l'autorisation. Et puis, lors d'un dîner, par hasard, il nous dit, voilà, si vous réussissez à obtenir le permis de construction, je vous donne le feu vert pour conduire les travaux. C'est vous qui prendrez à la charge de ce projet. Donc nous avons, au bout d'un an, obtenu l'autorisation, le permis de construction. Et nous avons donc démarré ce projet avec ce propriétaire de
de ce chai qui nous avait demandé simplement de ne pas déplacer la pompe qui servait pour produire le vin. Il voulait que l'on utilise uniquement la gravité. Et comme le terrain est légèrement en pente, naturellement en pente, eh bien, le vin suit ce parcours. Il y a différentes cuves. La vinification suit ce parcours. Il y a différentes étapes de vinification. Et ensuite, les barriques sont placées à cet endroit-là, et c'est là que l'on vieillit, on fait vieillir le vin. Et donc, nous avons travaillé avec différents spécialistes de celliers. Et une fois conclu ce projet, cela nous semblait un petit peu dommage de ne pas montrer ce qui avait été fait, parce que la plus grande partie se trouve en dessous. Ce qu'on voit ici, c'est la partie des bureaux, la partie administrative. Et donc, nous avons décidé de rehausser de 10 cm l'endroit où les barriques sont déposées, sont entreposées, et nous avons donc utilisé cette ligne pour créer une continuité entre la façade et le sol et créer ainsi un volume unique qui montre à quel point on pouvait obtenir un volume unique. Et la spécificité de cette cave à vin, en partie souterraine, est que une plus grande partie de la production est vieillie dans ces fûts que vous voyez ici, qui sont entreposés au -1. Et ici, vous voyez le volume qui a été construit. Il y a écrit ici qui cherche inévitablement à créer un rapport avec l'endroit où il a été inséré, en s'intégrant dans le contexte de façon harmonieuse, des tons foncés aux briques jusqu'aux couleurs du paysage. Les briques allongées et étranges soulignent l'horizontalité du bâtiment et permettent d'obtenir une extension naturelle vers l'environnement, grâce à des courbes très douces. Il y avait évidemment dans ce projet de grands défis techniques, mais outre ces défis techniques, le propriétaire de cette cave à vin souhaitait avant tout avoir un endroit où pouvoir placer ces machines, alors que la commission Nature et Paysage nous avait demandé d'intégrer ce bâtiment dans le paysage. Et donc, pour une fois, nous nous sommes trouvés face à une commission qui nous aidait en quelque sorte, parce que nous ne nous entravait absolument pas, au contraire, ils nous encourageaient pour créer une très jolie façade au lieu de créer une structure industrielle, un hangar industriel. Et donc avec ces briques provenant du Danemark, nous avons pu réaliser cette façade assez inhabituelle.
Et voici le parvis devant le bâtiment qui offre une résistance mécanique spécifique, puisqu'il y a beaucoup de camions qui viennent charger et décharger la marchandise devant le bâtiment. Il est vrai que ce n'est pas très écologique, mais nous avons utilisé l'argile provenant du Royaume-Uni qui a été cuite à haute température au Danemark et ensuite utilisée pour construire ces briques qui ont servi pour la construction de cette cave à vin dans le Tessin. À gauche, dans cette image, vous voyez les bureaux administratifs du bâtiment qui a été construit. Donc, voilà, j'aimerais vous montrer cette petite image qui montre la porte par laquelle le produit final sort. C'est bien de cette porte que les bouteilles sortent. D'ailleurs, je dois dire, il s'agit de bouteilles de très bon vin. Et ensuite, j'aimerais également parler d'un petit projet qui a démarré comme une rénovation, mais finalement, nous avons reconstruit complètement cette maison dans un village à côté de Mendrisio. Voici avant, à gauche, et après. À gauche, vous voyez donc la maison du paysan et qui a été complètement rénovée, restructurée à droite. Et il est vrai que la caractéristique ici est d'avoir créé une structure en pierre qui fait partie vraiment du paysage environnant. Nous avons créé une structure mécanique. Nous avons préfabriqué donc le cadre de la fenêtre. Voici à l'intérieur. À l'intérieur, nous avons donc intégré un petit bloc avec des marches, la salle de bain, la cuisine. Nous avons pu créer 4 chambres, 4 pièces. Il y a là un petit peu plus que 50 mètres carrés, je dirais, sur cette superficie. Mais si on élimine les couloirs, eh bien, on a pu mettre 4 pièces, une cuisine, une salle de bain, et puis évidemment les marches qui conduisent à l'étage. Et là, il ne s'agissait pas simplement de créer quelque chose pour pouvoir se déplacer d'un étage à l'autre, mais pour mettre en valeur le lieu en soi, la maison en elle-même. Nous avons ici créé donc la cour devant la maison en utilisant les pierres, les galets du fleuve qui ont été brisés en deux pour pouvoir aisément y marcher. C'était très joli de justement constater à quel point l'artisan pouvait continuer de construire ces pavés à son rythme. Et ensuite, voici notre premier projet réalisé en Corée, à Séoul. Un jour, voilà, le téléphone a sonné au cabinet. C'était un jeune qui
voulaient se renseigner par rapport à un éventuel projet de construction d'un logement pour la famille. Ils se renseignaient pour ses parents. Nous avons tout de suite décidé d'y aller. Enfin, je m'y suis rendue en premier. Nous avons discuté. Cette dame avait déjà rencontré 9 architectes avant de me rencontrer. Moi, j'étais le 10e qui passait. Et je dois dire que le soir même, elle m'a recontacté pour me dire que voilà, elle était prête à faire le projet avec nous. Et donc, j'ai considéré que voilà, c'était quelque chose de très important pour moi, de très émouvant, le fait de pouvoir créer quelque chose en Corée. Parce que j'ai quitté la Corée relativement jeune et je n'avais pas un rapport très étroit avec mon pays. Hein. Je revenais, je retournais en Corée tous les 3 ans, tous les 4 ans. Donc le fait de pouvoir concrétiser ce projet était très important pour moi. Nous avons donc décidé de prendre à bras le corps ce projet avec de nouvelles habitudes, de nouvelles réglementations qu'il a fallu apprendre à connaître dans un endroit où il n'y a pas énormément de voitures hein, qui parcourent les rues parce que l'indice de construction est de 200%. Et c'est très significatif dans une ville coréenne. Il y a davantage de superficie là-bas qui présente cette spécificité. Alors que dans les routes où il y a davantage de trafic, ce pourcentage peut grimper jusqu'à 800%. Mais avec le pourcentage de 200%, cela signifiait que voilà, nous nous trouvions dans un endroit relativement calme de la ville de Séoul, où la plus grande partie des bâtiments ont 5 étages, pour la plupart. Et nous avons décidé de remettre un peu d'ordre au sol. Parce que ce type d'immeuble nécessite un espace vide où on ne peut rien construire, où on peut garer uniquement des voitures. On ne peut pas y construire d'autres choses. Il y a également des zones où l'on plante différents buissons et arbres, mais sinon, ce genre d'immeuble est conçu de telle façon où voilà, cette partie est consacrée uniquement au parking, aux voitures qui se garent devant. C'est un peu dommage, je le sais, mais c'est la réglementation. Donc nous avons pensé que peut-être un jour, ces voitures pourraient disparaître et que l'on pourrait finalement utiliser l'espace ainsi obtenu comme une cour. Et c'est pour ça que nous avons fait ce soubassement en béton armé et ensuite nous avons construit les immeubles, les appartements et les locaux commerciaux demandés par les clients. Voici la partie à l'intérieur en béton armé, apparent, très simple d'aspect. Donc le béton armé apparent pourrait rendre l'espace peut-être un peu trop froid et c'est pour cette raison que nous avons utilisé pour le sol un parquet en
en chaîne. Et pour les espaces, pour les locaux commerciaux, nous avons utilisé d'autres matériaux. Et là également, nous avons utilisé des briques, les briques provenant du Danemark, qui ont un format très spécifique, 53 cm par 3 cm, 3 cm et demi. Oui, c'est ça. Et donc, ici, vous pouvez lire ce qui concerne les limites. Du moins, c'est ce qu'on en pense, nous. La limite est un des éléments qui définit ce projet. Depuis les phases les plus avancées, l'acte de construction est lié aux limites qui déterminent les possibilités architecturales. Cela ne fait pas uniquement référence aux considérations dans l'espace, mais au grand nombre de défis qui font partie du projet. Les limites, donc, ont un double rôle. Ils doivent définir le champ d'action de l'architecte et en même temps doivent guider l'architecte dans le projet. Cette double valeur a un impact sur la forme de l'architecture. Donc pour nous, les limites, souvent, sont un instrument, sont un outil pour pouvoir concevoir et atteindre un résultat bien précis. Voici un autre projet pour un autre client. Nous avons réalisé voilà, ces 5 appartements, un appartement où vit la famille. Et là aussi, construit sur un terrain très étroit et très long, comme le nôtre. Et comme vous pouvez le constater, le plan est très simple, rationalisé, mais grâce aux différentes sections du bâtiment, nous avons pu insuffler des caractéristiques spécifiques. Je n'ai jamais vu dans un appartement en Corée ceci, mais maintenant, lorsque on se rend en Corée, on séjourne d'habitude dans un appartement au 12e étage, mais j'ai appris qu'apparemment, maintenant, ils construisent aussi des immeubles de 60 et 70 étages. Et les plans sont toujours identiques. J'avais lu un bouquin il y a quelque temps où l'auteur expliquait la section d'une maison, la coupe d'une maison dans un de ces gratte-ciel au petit matin. L'auteur expliquait qu'il y avait 30 étages, et donc 30 toilettes, et dans chacun de ces WC, il y avait quelqu'un. Et c'était donc une superposition de personnes et de toilettes. Et personnellement, je n'aime pas l'idée de... Comment pourrait-on expliquer cela? Enfin, je n'aime pas l'idée que tout le monde ait le même espace et que l'on répète le même modèle pour tout le monde. Pour les constructeurs, évidemment, la rationalité est très importante, mais je trouve qu'il faut trouver la rationalité ailleurs et non pas en répétant toujours le même plan, le même modèle. Donc, dans la mesure du possible, nous essayons de créer des espaces légèrement différents, de façon à ce que quand on invite des amis, on n'a pas la même maison, le même appartement que celui des voisins.
Voici un autre projet conçu un peu plus tard. Alors, en 2017, vous vous souvenez, nous avions présenté ce projet avec ces 5 unités d'habitation que nous avions réalisées. Eh bien, ensuite, ce terrain était vide, donc nous l'avons utilisé pour bâtir cette maison que vous voyez ici. Lorsque nous avions donc complété la construction de cette maison, le propriétaire de ce terrain, qui fait à peu près 120 mètres de longueur, eh bien, ce propriétaire nous a dit qu'il souhaitait éventuellement vendre ce terrain et nous a demandé si nous étions intéressés. Nous y avons réfléchi un petit peu, nous avons réfléchi un petit peu à la question parce qu'il s'agit d'un terrain assez complexe où construire, puisque l'accès aux routes se fait uniquement par cette extrémité. Ici, on peut passer avec une voiture, mais les routes sont très étroites et très en pente. Ce n'est pas facile. Donc, nous avons réfléchi à la question et à la fin de cette réflexion, à l'issue de nos discussions, nous avons décidé de finalement acheter ce terrain pour y bâtir notre cabinet d'architecte et éventuellement y rajouter un autre bâtiment. Voici donc notre atelier maintenant, l'atelier depuis lequel nous travaillons. Derrière, vous voyez un autre bâtiment que nous avons construit pour notre di questa casa esistente abbiamo pensato di schiacciare questo volume un po' dentro nella terra, in modo che loro hanno ancora una vista. Pour nos clients et nous avons décidé pour nos donneurs d'ordre et nous avons décidé quand même de donner plus d'ouverture à ce bâtiment. Cet atelier présente donc un niveau souterrain et toute cette partie-là jusqu'au niveau du terrain que vous voyez ici est en béton armé, tandis que le reste est un préfabriqué en bois. Dans cette partie, vous pouvez constater également qu'il y a davantage de richesse par rapport au plan très fonctionnel et rationnel que vous voyez là. On peut peut-être vous montrer autre chose. Il y a très peu de fenêtres, mais il y a nel piano terreno. Invece nel piano superiore abbiamo la lumière qui circule de cette manière au rez-de-chaussée et ensuite à l'étage une fenêtre orientée au nord et une à l'est. Nous avons en plus la lucarne sur le toit qui est un véritable puits de lumière. Et pour pouvoir construire le plus en profondeur possible, nous avons décidé d'utiliser ce béton armé à une hauteur de 80 cm, un petit peu plus haut par rapport à une table. Et ça correspond au niveau du jardin. Donc ça veut dire que lorsqu'on est assis dans les bureaux, on voit l'extérieur. Le jardin se trouve à la même hauteur
de l'intérieur, de la partie intérieure. Donc le béton armé en tant que matériel utilisé requis plusieurs mois, tandis que la partie en bois était beaucoup plus rapide à construire. L'atelier est un lieu protégé dans lequel on peut travailler en collectivité et dans un mouvement libre, un mouvement circulaire, comme une danse autour du noyau dur en béton armé qui avale et cache les connexions verticales et les toilettes. Voici la vidéo qui montre les différentes phases de construction. Il y a 2 morceaux de bois qui sont encastrés, enchâssés. Et nous avons donc dû réaliser cette partie qui nous a pris moins d'une journée. Ça, c'était la base. La structure qui a été posée en moins d'une journée. Et ensuite, nous avons installé les panneaux en bois qui avaient déjà été préfabriqués. Et de cette façon, nous avons pu créer une isolation parfaite pour cette maison. C'était totalement imperméable. Et après, il y a eu cette partie qui a demandé un petit peu plus de temps. Dans la partie longitudinale, il a fallu placer donc des tuiles. Et dans la partie transversale, nous avons fait exactement la même chose, mais avec des briques. Je ne sais pas si on peut montrer les images. Eh bien, le minimalisme n'est pas, à notre avis, un style, mais une attitude. Cela consiste à identifier les éléments nécessaires. La synthèse doit être essentielle, complète, ne doit pas laisser de place au superflu. Le résultat est un état d'équilibre auquel il n'y a aucun besoin de rajouter ou d'enlever quoi que ce soit. Et maintenant, nous arrivons à la maison qui se trouve sur le même terrain que l'atelier. Il s'agit d'une maison constituée de petits appartements, 5 en tout. Et le système de construction est similaire à celui de l'atelier, avec du béton armé et les escaliers qui représentent le noyau et qui sont également réalisés en béton armé. Tout le reste est en bois préfabriqué, revêtu de briques, encore une fois. Des briques assez longues.
Et encore une fois, il s'agit d'un plan qui était rationalisé au maximum, avec l'espace pour l'escalier. On rentre dans une sorte de couloir avec la cuisine, la salle à manger, le séjour et une chambre. Et ensuite, il y a les toilettes. Et ces appartements ont été conçus tous de la même façon, avec le même plan, avec les mêmes fonctionnalités, avec la même taille. Mais ce qui change sont les ouvertures et également les balcons, par exemple, où on peut sortir à l'extérieur, ou une fenêtre, vous voyez, très large, très ample, qui permet, encore une fois, d'enrichir l'espace en sections. Et ici, vous avez le premier appartement qui est au sous-sol. Et ici, vous avez la façade est qui est baignée par la lumière du matin, et il y a des ouvertures qui sont différentes. Chaque ouverture a ses caractéristiques. Et maintenant, on essaye d'accélérer un peu. Nous sommes en train de terminer la construction de 3 maisons. Et pour une fois, ce n'est pas avec des briques et une extension d'une maison avec du bois préfabriqué. Et cela a été réalisé en un seul jour. La construction en soi a demandé vraiment une seule journée. Et ici, vous avez l'extension à la verticale de la maison d'un très cher ami, avec du carrelage Klink et avec une totale isolation de la maison qui existait déjà, mais avec de nouveaux volumes qui ont été ajoutés à la verticale. Et ensuite, une maison que nous sommes en train de terminer. Avec la base en béton armé, alors que la partie supérieure a été réalisée en briques. Et ici, on peut ajouter aussi peut-être la coupe qui bouge, qui change avec ses niveaux éclatés. Donc, il y a la moitié d'un niveau avec une certaine hauteur. Après, on monte d'un demi-niveau et ainsi de suite. Il s'agit d'une maison assez ouverte, destinée à, par exemple, à un couple qui veut bénéficier de cet espace. Il s'agit d'une maison qui, de l'extérieur, peut paraître une maison à 2 étages. En réalité, à l'intérieur, il y a 5 niveaux et nous avons éliminé le couloir, car il s'agit d'une maison assez petite. Donc,
Donc, nous avons ajouté un escalier qui permet de monter d'un demi-niveau. Donc, on monte de la cave jusqu'au niveau pour le déjeuner, ensuite le séjour, et ensuite un niveau pour lui et un niveau pour elle. Et on voit ici à gauche les différents niveaux. Il s'agit de petits niveaux avec traversés par cet escalier. Et maintenant, on va vous décrire les projets qui sont en cours. Nos travaux traitent de plusieurs sujets. Nous avons du mal à refuser certains projets car ils nous intriguent tous finalement. À gauche, vous avez une ligne de cuisine pour une boîte coréenne. Donc, concevoir une ligne de cuisine. Et en haut, vous voyez, à Mendrisio, nous avons nous avons accepté de concevoir un rond-point. Et nous avons décidé de choisir des formes qui changent à chaque fois pour approcher la conception de façon moderne. Et une boutique pour une maison de prêt-à-porter de Séoul, ensuite une villa toujours à Séoul qui est en travaux pour l'instant, et une promenade. Promenade est en concours et nous avons été les lauréats de ce concours. Il s'agissait d'un concours lancé par la municipalité pour la construction d'un parking et ensuite un autre concours que nous avons gagné en 2017. Vous voyez ici les travaux. Le fait d'avoir gagné ce concours a été pour nous une très belle expérience. Et Mario Botta est en train de finaliser la construction d'une grande église catholique dans ce parc, alors que Peter Zumthor est en train de construire toujours dans la même zone et nous sommes en train de terminer les travaux d'une réalisation qui ressemble un peu à ce que je vous ai montré de nos premiers travaux réalisés à Séoul, donc un ensemble de maisons et de magasins. Et nous sommes en train aussi de dessiner de la robinetterie pour une société italienne et un bâtiment destiné à l'université de Séoul, la maison des étudiants, ainsi qu'une salle polyvalente, un hôtel dans le sud, de l'extrême sud de la Corée. Voilà, un hôtel que nous sommes en train de réaliser. Voilà un peu très rapidement le rond-point, la nouvelle ligne de cuisine.
la création pour une maison de mode, une maison à la montagne, mais nous n'avons pas encore lancé la réalisation de ce projet. Et actuellement, nous sommes en train de demander l'autorisation de construction, donc qu'on obtiendra l'année prochaine. Voici un chantier pour la construction d'une villa à Séoul. Et Endless. C'est quelque chose qui concerne en quelque sorte un peu Paris aussi. Brancusi a réalisé des colonnes infinies, sans fin, endless donc. Et nous avons repris le concept, mais à l'horizontale. En réalité, ça a été un projet très facile à réaliser. Et enfin, voici un bâtiment réalisé à l'extérieur de Séoul, un robinet, le bâtiment pour l'université, l'hôtel, un hôtel d'environ 200 chambres et voici un projet qui est pour l'instant le projet le plus intéressant pour notre agence. Il s'agit d'une nouvelle vie à donner à un ancien site de production de ciment qui remonte aux années 60 lorsque la Corée était l'un des pays les plus pauvres du monde. Et donc, à l'époque, on nous avait bâti ce site par les Danois, d'ailleurs, chez nous, afin d'aider l'économie coréenne pour relancer la Corée. Et on l'a appelé UNKRA, donc questo ha fatto grande sua vita. Alors, ce bâtiment a été en activité pendant 60 ans. En 2018, il a été retiré de la production. Donc, on nous a demandé de le transformer en site destiné à des activités culturelles. Et depuis quelques mois, nous avons commencé à travailler sur ce projet. Et ensuite, encore un autre projet pour un bâtiment à transformer en espace culturel. Alors, idée et concept. L'idée est à la base de chaque projet. Elle est la synthèse d'une structure mentale constituée de mémoire, expérience, images, pensées, et cela donne à chaque projet une direction concrète. Le concept est l'outil qui dirige le projet de conception et qui permet de réaliser l'idée fondée sur une prise de décision à chaque instant de la conception et elle guide afin de trouver une cohérence entre la réalité et la réalisation. Voici donc notre définition que nous utilisons pour pouvoir communiquer avec nos collaborateurs au sein de notre agence. Car lorsqu'on est plusieurs architectes à parler d'idées ou de concepts, chacun a sa propre vision. Il n'y a pas de définition univoque que l'on puisse partager.
actuellement. Et donc, au sein de notre agence, nous aspirons à proposer une définition d'une idée, pas l'idée de Platon, mais l'idée ou le concept, pour que ce soit clair ce que cela veut dire pour nous. Ici, alors, on aimerait conclure avec cette image, car ici, vous voyez notre atelier, alors que ici, il y a notre maison que nous vous avons montrée, une maison bifamiliale. Et voilà donc notre parcours quotidien lorsqu'on va travailler. Nous traversons des vignobles et ensuite nous marchons tout au long de ce mur. Il s'agit de 150 mètres à parcourir et ensuite nous arrivons à notre atelier. Nous avons pensé qu'il s'agit là d'une liaison très agréable. Et Mélanie part travailler à 8 heures du matin, donc elle voit ça à 8 heures du matin. En réalité, moi, j'y vais à 4 heures du matin avec la torche de mon téléphone portable. Donc je bouge et j'avance dans le noir le plus total. Et on vous remercie de votre attention.